pour l'introduction. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de vaccination de façon assez large sur les rhumatismes inflammatoires, mais évidemment, ça s'applique aux spondylarthropathies. Alors, les objectifs, en fait, c'est d'abord d'essayer de voir quels sont les risques infectieux qui peuvent être prévenus par la vaccination en cas de rhumatisme inflammatoire, en particulier chez les personnes qui sont traitées. Le deuxième objectif, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que je peux me faire vacciner sans risque ? Est-ce que le vaccin ne va pas risquer d'entraîner une poussée de ma maladie? Et puis on terminera sur des aspects plus concrets et quels sont les vaccins finalement qui vont être spécifiquement recommandés et à quel moment les faire. Alors, en termes de risques infectieux chez les personnes qui sont suivies pour un rhumatisme inflammatoire chronique, ce qu'on sait, c'est que les traitements immunosuppresseurs en particulier vont diminuer les réponses immunitaires et que ces patients vont faire à la fois plus d'infections et quand ils vont être infectés, en fait, ils risquent d'avoir des complications plus fréquentes et plus graves. Et donc, en fait, ce risque il va être particulièrement important lorsqu'il existe d'autres comorbidités, c'est-à-dire que la maladie inflammatoire va être associée à d'autres facteurs qui sont aussi des facteurs qui augmentent le risque d'infection, en particulier le diabète, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, des pathologies respiratoires par exemple. Donc on va être particulièrement vigilant quand il existe en plus de la maladie inflammatoire une complication ou une comorbidité. Et puis bien sûr, je vous l'ai déjà dit, le traitement immunosuppresseur qui est indispensable pour le traitement de ces maladies, il va augmenter le risque de complications infectieuses et de complications sévères. La corticothérapie est un facteur très important d'infection, un facteur qui va vraiment augmenter le risque d'infection. Et vous savez qu'on a maintenant des protocoles qui nous permettent de diminuer beaucoup plus rapidement les corticoïdes et d'essayer de les arrêter, voire en tous les cas de les prescrire à des doses qui sont minimes. Les autres immunosuppresseurs, le métaux, l'imurel, à des degrés moindres. Et puis bien sûr les agents biologiques qui sont utilisés de plus en plus fréquemment avec une efficacité qu'on connaît, qui ont transformé finalement la maladie chez ces patients. Alors, quelles sont les infections qui sont les plus fréquentes ? Les infections ostéo-articulaires sont les plus fréquentes, mais on n'a pas aujourd'hui de vaccins qui permettent de prévenir ces infections, qui sont des infections souvent liées à une surinfection par le staph, les infections à staphylocoque. Les infections cutanées, pour lesquelles on a potentiellement des vaccins, la varicelle, mais surtout chez l'adulte, le zona. Et puis, bien sûr, les infections respiratoires, avec dans ces infections la possibilité de les prévenir par la vaccination contre le pneumocoque et la vaccination antigrippale. Donc, les risques infectieux pour lesquels on va aujourd'hui proposer une vaccination, ce sont les infections à pneumocoque. Donc, le pneumocoque, c'est une bactérie qui est fréquemment en cause dans les pneumonies, et en particulier ce qu'on appelle les pneumopathies communautaires, c'est-à-dire les pneumonies qu'on va avoir lorsqu'on est ambulatoire. Les septicémies, qui compliquent souvent une pneumonie, mais pas toujours. On peut avoir des septicémies, donc un passage dans le sang du pneumocoque alors même qu'il n'y a pas d'atteinte respiratoire. Les méningites, et puis de façon beaucoup plus exceptionnelle, les arthrites. Donc ça, c'est une première infection pour laquelle le vaccin va être recommandé, et je reviendrai sur les modalités de la vaccination. Ensuite, la grippe. Donc la grippe, c'est une infection extrêmement fréquente, qui est une infection qui survient chaque année, avec des épidémies qui vont être plus ou moins importantes selon les années, selon le vaccin, selon l'adéquation du vaccin à la souche qui circule. Et plus que la grippe, en fait, on sait que la grippe, c'est un facteur qui va favoriser des complications infectieuses qui peuvent survenir parce qu'en fait, le virus de la grippe a lésé les cellules de l'arbre respiratoire et ça va favoriser en fait un certain nombre d'infections, cette fois-ci bactériennes, en particulier le pneumocoque, mais aussi le staphylocoque, en particulier le staphylocoque doré et le méningocoque. Et il y a des courbes de surveillance épidémiologique qui montrent qu'il y a une superposition de ces infections lorsque on est en période d'épidémie grippale. Le zona, c'est un petit peu moins connu, mais on a maintenant un vaccin, puis il y a un deuxième vaccin qui va arriver assez prochainement.
Le zona, le facteur de risque du zona, donc le zona, c'est en fait la résurgence de l'infection par le virus de la varicelle, qui survient avec l'âge, puisque nos défenses immunitaires diminuent dès l'âge de 45 ans, et en fait on voit que le zona augmente dès l'âge de 50 ans, et puis les traitements immunosuppresseurs sont un facteur qui vont favoriser le risque de zona, et qui vont favoriser aussi, lorsqu'on fait un zona et qu'on a un traitement par immunosuppresseur, les complications qui sont difficiles à traiter, qui sont les douleurs qui surviennent après la survenue d'un zona. L'hépatite B, donc l'hépatite B, c'est le risque principal, c'est la réactivation d'une infection chronique. Donc on est très vigilant sur le dépistage d'une infection chronique qui peut parfois ne pas avoir été diagnostiquée et qui risque d'être réactivée par la mise en route du traitement immunosuppresseur. Donc les gens qui sont porteurs d'une hépatite B chronique, on les dépiste de façon systématique et s'ils sont porteurs chroniques, on va les traiter pour éviter qu'ils aient une réactivation de leur virus. Et puis le dernier point, qui est un vaccin qui aujourd'hui est très polémique, mais qui devrait vraiment être utilisé de façon beaucoup plus large, c'est les infections à papillomavirus. Vous savez que ces infections sont responsables chez la femme, c'est la première cause de cancer du col de l'utérus, mais c'est aussi des virus qui sont en cause dans le cancer de l'anus. Ce cancer est beaucoup plus rare et maintenant, beaucoup de données montrent que ces virus sont responsables de cancers ORL et on a de plus en plus de données qui montrent que les vaccins pourraient avoir un intérêt non seulement dans les cancers génitaux, mais aussi dans ces cancers de la sphère ORL. Voilà pour ce qui est des risques infectieux. Donc la deuxième question, qui est évidemment la question qu'on se pose toujours quand on veut vacciner, c'est est-ce que je peux vacciner sans faire prendre un risque trop important à mes patients? Alors le risque zéro, il n'existe pas. Il n'y a aucun médicament qui a aucun effet indésirable. Donc je pense qu'il faut oublier le risque zéro. Mais en tous les cas, les données qui sont aujourd'hui disponibles nous permettent de proposer la vaccination sans arrière-pensée, avec l'idée que le bénéfice que va apporter le vaccin est bien plus important que le risque potentiel. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas, donc on ne peut pas vous affirmer qu'il ne va rien se passer, mais c'est vrai aussi en population générale. L'important, c'est de maîtriser ce risque, de pouvoir savoir ce qu'il est et d'être sûr que le bénéfice qu'on va apporter avec la vaccination va dépasser ce risque. Donc il n'y a pas de risque particulier en cas de rhumatisme inflammatoire. Les données qui sont aujourd'hui disponibles et qui sont de plus en plus nombreuses montrent que la vaccination n'est pas responsable de survenue de poussée, ou en tous les cas de façon très exceptionnelle. Par contre, il existe un vrai risque, je ne sais pas comment je vais retourner. Il existe un vrai risque qui est cette fois-ci le risque qu'on peut avoir avec l'utilisation des vaccins vivants, et je vais y revenir, qui sont en fait des vaccins qui reposent, le plus souvent sont des vaccins qui protègent contre des infections virales, qui reposent en fait sur des virus qui ont gardé leur capacité à se multiplier. Alors certes, on a atténué leur virulence, qu'on appelle leur virulence, c'est-à-dire leur capacité à induire une maladie virale, mais chez des personnes qui ont un système immunitaire qui ne marche pas bien, eh bien on peut avoir des véritables maladies vaccinales, c'est-à-dire des infections par le virus vaccinal. Donc ça, c'est un point très important et sur lequel vous devez être alerté, et vous devez alerter les patients qui rentrent dans la filière de soins, parce qu'en fait, ces vaccins, il va falloir les faire avant traitement. On ne pourra plus ensuite, une fois que le traitement est mis en route, et c'est vrai en particulier pour les anti-TNF, on ne pourra plus proposer ces vaccinations, sauf à interrompre le traitement. Et vous savez très bien qu'interrompre les traitements, c'est parfois extrêmement difficile, voire impossible. Donc il faut alerter les médecins en leur disant moi j'ai entendu dire qu'une fois que je vais être traité, je ne pourrai plus avoir ces vaccins et je voudrais qu'on vérifie que j'ai bien eu tous les vaccins vivants que je ne pourrai plus recevoir avant. Donc ça, c'est un point important. Après, si ça n'a pas été fait, il y a deux solutions. Soit effectivement on arrête le traitement immunosuppresseur, mais encore une fois, ce n'est pas facile. Soit, si c'est possible, en tous les cas, on est vigilant sur la vaccination de l'entourage, qui est une façon aussi, quand c'est possible, de se protéger. Et en particulier, je vais aborder la problématique de la rougeole.
Mais une fois qu'on est traité, on ne peut plus être vacciné contre la rougeole. Donc il faut être très très vigilant pour que votre entourage, proche en particulier, ne soit pas responsable d'une transmission de ce virus qui pour vous peut être très sévère et qui pour l'entourage peut évidemment poser des problèmes s'il est à l'origine de la transmission de cette infection. Alors c'est quoi les vaccins vivants? Donc je les ai repris sur cette diapositive ici. Vous voyez que c'est que des vaccins qui sont dirigés contre des virus, puisque le seul vaccin vivant dirigé contre une infection bactérienne, c'est le BCG. Le BCG est strictement contre-indiqué. Il n'a aucune indication chez l'adulte, donc de toute façon, on ne doit pas vous le proposer. Et j'insiste quand même un tout petit peu là-dessus, puisqu'il y a encore certains médecins qui, pensant bien faire, ont entendu parler du risque de tuberculose sous anti-TNF, et donc ils vont proposer éventuellement le BCG dans cette situation. Donc, pas de BCG, on est bien ennuyé ensuite quand quelqu'un a eu le BCG pour pouvoir démarrer un traitement. Ce vaccin n'a aucune indication chez l'adulte et il est strictement contre-indiqué en cas de traitement immunosuppresseur. Alors les autres vaccins, donc, qui vont devoir être mis à jour ou administrés si vous n'êtes pas à jour de vos vaccinations pour ces vaccins, c'est la vaccination pour qui protège contre rougeole, oreillon, rubéole. On a uniquement maintenant un vaccin unique, qu'on appelle un vaccin trivalent. Alors ça, c'est très important, je vais y revenir pour la rougeole, puisque vous savez qu'il y a une épidémie de rougeole au niveau mondial, mais en particulier en France, et c'est très important pour la rubéole, en particulier pour les jeunes femmes qui vont vouloir avoir des enfants et qui doivent absolument être vaccinées contre la rubéole avant la mise en route du traitement immunosuppresseur. La deuxième grand type de vaccin, c'est les vaccins contre la varicelle et le vaccin contre le zona. Là aussi, ce sont deux vaccins vivants. Le vaccin contre la varicelle, il est indiqué chez des gens qui n'ont pas eu la varicelle. Alors en France, c'est relativement rare, mais il y en a quand même. Donc il faut être vigilant. Si on n'a pas eu la notion d'avoir la varicelle, il faut faire une sérologie varicelle. Et si elle est négative, il faut proposer la vaccination contre la varicelle chez l'adulte. La vaccination Zona, c'est une vaccination qui est plus récente puisque ce vaccin est disponible en France seulement depuis 2 ans. Pour l'instant, il n'est recommandé qu'entre 65 et 75 ans, mais il y a des arguments pour penser qu'il pourrait être intéressant d'utiliser ce vaccin-là chez les personnes qui vont être mises sous immunosuppresseur avant la mise sous immunosuppresseur. Et ça, c'est important tant qu'on n'a pas l'autre vaccin qui est aujourd'hui déjà disponible aux États-Unis et qui, lui, permet d'être vacciné même quand on est sous immunosuppresseur. Donc j'espère que si je reviens à vos journées d'ici 2 ou 3 ans, je pourrai vous dire qu'il faut vous faire vacciner avec un Zona qui sera un vaccin qui ne sera pas un vaccin vivant. Le rotavirus, ça ne nous concerne pas, c'est une vaccination du nourrisson. Et puis le dernier vaccin, c'est la vaccination fièvre jaune qui là aussi pose souvent des problèmes, puisque c'est un vaccin qu'on va recommander, voire qui va être obligatoire pour certains voyages, et on ne pourra pas le faire une fois que les immunosuppresseurs et les anti-TNF ont été démarrés. Donc là aussi, je pense qu'il faut sensibiliser à la fois les médecins, mais aussi les patients, sur le fait qu'il faut se faire vacciner avant, même si vous n'avez pas un voyage prévu à très court terme. Mais si vous vous dites, un jour dans ma vie, j'ai envie d'aller en Afrique subsaharienne ou en Amérique du Sud, je ne pourrai pas le faire parce que je ne serai pas vacciné. Alors, il y a un petit point spécifique pour la corticothérapie. Donc ça, je vous ai mis ici un extrait du rapport qui avait été donc rédigé par le Haut Conseil de santé publique. Il est déjà malheureusement un peu ancien puisque on avait travaillé sur ce sujet à partir des années 2010. Il y a eu une première édition, puis une mise à jour en 2014. Et là, on essaye de voir avec l'HAS, mais c'est un peu compliqué pour pouvoir le mettre à jour. Donc là, si je vous le montre, c'est donc essentiellement pour ce qui concerne les corticoïdes, puisque dans la situation spécifique des corticoïdes, et à condition que ça soit une corticothérapie à faible dose, moins de 10 mg par jour d'équivalent prédnisone, on peut faire les vaccins vivants. Dans toutes les autres situations, vous voyez, quels que soient les immunosuppresseurs, on ne pourra plus faire ces vaccins après la mise en route du traitement. Donc il faut les faire avant la mise en route du traitement, à condition qu'il n'y ait pas d'autres immunosuppresseurs qui soient en route. Alors en pratique, maintenant, qu'est-ce qu'on recommande ?
Et là, je crois que à la fois les médecins, mais aussi les infirmières qui sont de plus en plus impliquées dans la prévention et la vaccination, et également les patients doivent être partie prenante de cette problématique de la vaccination. Donc, vérifier son carnet de vaccination. Alors, ça peut se faire avec son médecin traitant, ça peut se faire avec son rhumatologue, ça peut se faire aussi avec un spécialiste de la vaccination, et on essaye de plus en plus de monter dans les centres hospitaliers des consultations spécialisées qui permettent en fait d'évaluer de façon assez large le risque infectieux, et en particulier de mettre à jour les vaccinations. Donc je vous encourage vraiment à en parler. L'idée, c'est de pouvoir en parler rapidement, de ne pas être coincé juste au moment où on va décider de mettre en route le traitement immunosuppresseur ou le traitement anti-TNF. Donc le plus tôt possible dans la prise en charge du rhumatisme inflammatoire. Et l'idée, c'est de pouvoir très vite regarder si vous êtes à jour, si vous n'êtes pas à jour, et s'il faut faire des vaccinations complémentaires. Alors, quel vaccin en pratique? Donc, avant la mise en route d'un traitement, donc c'est un point qui est vraiment important, il faut penser à mettre à jour les vaccinations de routine, puisque ce qu'on voit, c'est que souvent, les gens qui ont une maladie chronique, ni le médecin traitant, ni le médecin spécialiste ne s'est vraiment intéressé à la question, et parfois se sont renvoyés la balle vis-à-vis de la vaccination. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces personnes sont souvent moins bien vaccinées que la population générale. Donc c'est déjà pas terrible en population générale, c'est encore moins bien dans la population des patients chroniques. Ce n'est pas que les patients qui ont des maladies auto-immunes ou inflammatoires, mais c'est vrai pour beaucoup de maladies chroniques. Donc, mise à jour des vaccinations de routine, en particulier les vaccins vivants. Vous avez compris qu'après, on ne pourra pas le faire. En fonction de l'âge, la rougeole, aujourd'hui, c'est vraiment un problème majeur. Je vais y revenir. La rubéole pour les femmes qui sont en âge d'avoir des enfants. Et la varicelle, même si c'est exceptionnel, la varicelle, quand elle survient chez quelqu'un qui a un système immunitaire qui marche moins bien, eh bien, elle est potentiellement à risque de faire des complications sévères, en particulier respiratoires et hépatiques. Le deuxième point, c'est discuter la fièvre jaune, la vaccination fièvre jaune. Ça, c'est vraiment très important, d'autant qu'aujourd'hui, on a des épidémies de fièvre jaune au Brésil, mais aussi dans certains pays d'Afrique, donc c'est vraiment très important. Vacciner contre la grippe et le pneumocoque, qui sont des vaccinations qui vont être spécifiquement recommandées quand on a un système immunitaire un peu défaillant. Donc je vais revenir sur la recommandation concernant le pneumocoque. Et puis, proposer la vaccination contre le zona. Je pense que c'est un point important qui aujourd'hui est encore très peu fait, parce que c'est un vaccin qui est d'introduction récente, les recommandations sont récentes, et on sait qu'en France, il faut un délai assez important entre le moment où on fait des recommandations et le moment où les recommandations sont appliquées. Tout petit bémol pour la vaccination zona, c'est un vaccin qui est relativement cher, c'est environ 110 € la dose, et il est recommandé seulement dans les indications, c'est-à-dire entre 65 et 75 ans. Alors là, c'est juste pour vous rappeler la problématique de la fièvre jaune. Donc la fièvre jaune, c'est pas partout dans le monde, donc si vous allez en Asie, ça ne sera pas une problématique, mais par contre, si vous voulez aller en Afrique subsaharienne ou en Amérique du Sud, il y a certains pays où ça va être obligatoire, donc ça va être compliqué si vous n'êtes pas vacciné, et même si ce n'est pas obligatoire, il y a des risques importants puisque c'est une maladie virale pour lesquelles on n'a aucun traitement, et qui potentiellement est responsable de complications graves et de décès. Il y a eu plusieurs décès de voyageurs revenant en particulier du Brésil au cours des derniers mois. Donc, pour les vaccins vivants atténués, c'est quoi les recommandations? C'est vacciner au moins 4 semaines, si possible. On peut parfois raccourcir un petit peu le délai s'il y a vraiment un impératif à démarrer rapidement le traitement. On peut parfois proposer que le vaccin soit fait 2 voire 3 semaines avant la mise en route du traitement et pouvoir démarrer le traitement. Donc la fièvre jaune, le voyage ou les gens originaires de zones d'endémie, ça, il n'y a pas de question, il faut le faire. Mais finalement, moi, je pense qu'il faut le proposer de façon assez large, puisque maintenant, les gens voyagent de plus en plus. Les traitements sont de plus en plus efficaces, donc les gens vont très bien et ils ont envie de voyager comme le reste de la population. Les femmes en âge de procréer, je vous l'ai déjà dit, varicelle, rubéole, rougeole. Et pour les personnes non vaccinées, la rougeole, les oreillons et les rubéoles aussi. Pas de vaccination par le BCG. Si on n'a pas fait ces vaccins avant la mise en route du traitement, puisque c'est malheureusement encore trop souvent le cas, eh bien, il faut essayer d'arrêter les traitements. Et vous voyez que l'arrêt des traitements, ça va être assez long, puisque c'est au moins 3 mois, ce qu'on recommande, après l'arrêt d'un immunosuppresseur. Alors bon, dans le cadre
par exemple, de méthotrexate à faible dose ou d'Immurel à faible dose, on peut peut-être raccourcir ce délai, mais la recommandation, c'est d'attendre 3 mois. Et quand c'est les anti-CD20, le rituximab, c'est au moins 6 mois. Hein, donc, ce n'est pas toujours possible d'arrêter ces médicaments aussi longtemps. Alors, la rougeole, c'est un point très important sur lequel je voulais insister, puisque vous savez qu'on a dans le monde aujourd'hui une recrudescence très importante de la rougeole, qui est liée au fait qu'on a une proportion de la population vaccinée qui est insuffisante, alors que c'est un virus qu'on pourrait éliminer, hein, puisque c'est un virus qui ne se transmet que d'homme à homme. Donc si on avait suffisamment de personnes vaccinées, on pourrait éliminer cette infection. Donc ça, c'est le dernier rapport de Santé publique France, donc c'est les données françaises. Vous voyez que c'est le point de la situation au 20 mars. Depuis le 1er janvier 2019, il y a eu plus de 400 cas qui ont été déclarés. On estime qu'il y a environ la moitié des cas qui sont déclarés, donc on doit être plutôt proche de 1000 cas. C'est une infection sévère, puisque 30% des cas sont hospitalisés. Hein, donc quand elle survient et elle est compliquée. Et 8 de ces patients ont été en réanimation, avec un décès qui est survenu chez un patient qui a présenté une complication neurologique. Hein. La plupart des cas surviennent chez des gens non vaccinés ou mal vaccinés, c'est-à-dire qui n'ont qu'une dose de vaccin. Et je ne vous l'ai pas mis sur cette diapositive, mais la France fait partie des 10 pays dans le monde où l'augmentation du nombre de cas de rougeole a été le plus important. Donc on est vraiment aujourd'hui parmi les pays dans le monde pour lesquels la situation est particulièrement sévère. Donc ça, c'est les données européennes. Donc là aussi, c'est la publication qui a été publiée la plus récente, fin février 2019. Donc vous voyez la situation en Europe, plus le pays est rouge et plus l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas par habitant, est important. Et donc là, vous voyez qu'on est très bien placé, hein, on est parmi les premiers en Europe en nombre de cas par habitant, avec d'autres pays, évidemment, en particulier la Roumanie et l'Italie. Donc en France, en Europe, 33 décès au cours de la dernière année, dont 2 décès qui sont survenus en France. On estime en France, depuis la reprise de l'épidémie, donc au cours des 10 dernières années, 24 décès qui ont été liés à la rougeole, dont la moitié sont survenus chez des immunodéprimés, donc qui ne pouvaient pas être vaccinés contre la rougeole. Alors un mot contre le pneumocoque, je vais passer très rapidement, mais c'est une vaccination qui est assez compliquée, puisque maintenant on a 2 vaccins. Donc qu'est-ce qu'on fait pour la vaccination pneumocoque ? En fait, on utilise ces 2 vaccins. Donc les recommandations, c'est d'utiliser d'abord le pneumo conjugué qui s'appelle le Prevnar, et puis ensuite, au moins 2 mois après, mais ça peut être 1 an après puisqu'il y a eu des ruptures de vaccins, on revaccine avec un autre vaccin qui s'appelle le Pneumovax. Et puis pour l'instant, il y a un seul rappel avec le Pneumovax qui doit être fait 5 ans après la première administration de Pneumovax. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà reçu le Pneumovax, qui s'appelait avant le Pneumo 23. Donc chez ces personnes-là, il faut attendre 1 an au moins avant de reprendre le schéma vaccinal. Et on reprend un schéma vaccinal avec le Prevnar et un seul Pneumo 23 ou Pneumovax. Voilà, donc là c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que pour les médecins généralistes, c'est un peu plus difficile de s'y retrouver. Bon, maintenant, il faut savoir que ces recommandations sont les mêmes, quelle que soit l'indication de la vaccination pneumocoque. Donc, ça va être de plus en plus facile, je pense, pour eux. Vous pouvez insister sur ce vaccin, parce qu'il est vraiment très peu fait. Hein, les données qu'on a de couverture vaccinale avec cette vaccination sont extrêmement modestes. Alors, une fois qu'on est traité, donc là, qu'est-ce qu'on va recommander comme vaccination ? C'est d'abord les vaccinations qu'on appelle du calendrier vaccinal, c'est-à-dire celles qui concernent l'ensemble de la population générale. La seule différence par rapport à la population générale, c'est qu'on est resté sur des rappels tous les 10 ans. Donc vous devez bénéficier d'un rappel tous les 10 ans, diphtérie, tétanos, polio, et au moins une fois un rappel qui comporte la vaccination coqueluche, en particulier pour les personnes les plus jeunes qui vont être dans un projet de grossesse ou d'enfant. Le méningocoque, aujourd'hui, c'est un vaccin qui est très peu utilisé, en particulier chez les grands enfants ou chez les jeunes adultes, avec un risque infectieux dans cette tranche d'âge. Donc là, ça concerne plutôt les jeunes patients. Donc jusqu'à l'âge de 24 ans, il est recommandé d'être vacciné
en population générale. Et puis le papillomavirus, donc c'est aujourd'hui des recommandations qui sont limitées aux filles, avec un rattrapage jusqu'à l'âge de 19 ans en population générale. En cas d'immunodépression, il est recommandé de vacciner aussi les garçons. Pour l'instant, les recommandations sont de s'arrêter à 19 ans, mais se discute aujourd'hui la possibilité d'aller vacciner un peu plus loin, en particulier chez les personnes immunodéprimées. Les vaccinations d'indications particulières quand on est traité par immunosuppresseur. Donc, je vous ai parlé de la grippe. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment être très vigilant sur la vaccination antigrippale. Là aussi, les données de couverture vaccinale montrent que seuls 30% des personnes qui sont traitées pour une maladie auto-immune chronique reçoivent la vaccination antigrippale. Donc on a maintenant des vaccins quadrivalents. Certes, ils n'ont pas 100% d'efficacité, vous le savez, mais malgré tout, même si c'est que 30% d'efficacité, ça diminue le risque d'être infecté d'un facteur qui permet quand même de limiter le nombre d'hospitalisations et les complications. Le pneumocoque, je vous l'ai montré, donc avec le schéma combiné que je vous ai présenté. L'hépatite B, ce n'est pas systématique. Ce qui doit être fait systématiquement, c'est rechercher une infection chronique, mais il est recommandé de vacciner les gens qui ont des expositions. Donc le risque d'exposition à l'hépatite B, c'est un virus qui se transmet par voie sexuelle et par voie sanguine. Donc c'est les personnes qui vont avoir des partenaires multiples et puis des gens qui vont être amenés potentiellement à vivre dans des pays où l'hépatite B reste endémique et qui vont être amenés potentiellement à être pris en charge sur un plan médical avec des risques dans ces cas-là de transmission par les soins. Et puis le méningo quadrivalent et le méningo B, pour l'instant, sont des vaccins qui sont recommandés uniquement si on a des déficits en fraction terminale du complément ou chez les aspléniques. Donc ce n'est pas du tout un vaccin qui sont faits de façon régulière. Alors, pour terminer, donc, un petit point sur ce qu'on peut faire quand on n'est pas vacciné et qu'on est exposé soit à quelqu'un qui a la rougeole, soit à quelqu'un qui a la varicelle. Vous savez qu'on a la possibilité d'utiliser, cette fois-ci pas un vaccin puisque c'est contre-indiqué, mais des anticorps spécifiques, ce qu'on appelle des immunoglobulines. Donc si vous avez été en contact et que vous n'êtes pas bien au clair sur votre immunisation vis-à-vis de la rougeole ou de la varicelle, vous pouvez très bien appeler votre médecin et dire moi j'ai été exposé à un enfant qui a la varicelle, je ne me souviens pas d'avoir eu la varicelle, et on a dans cette situation la possibilité de vous administrer des immunoglobulines, donc des anticorps qui vont neutraliser le virus et limiter le risque de faire des complications. La vaccination de l'entourage, j'insiste énormément, les médecins n'utilisent pas suffisamment cette possibilité. Soyez vigilants sur votre entourage, qui est finalement la première cause de transmission d'agents infectieux. C'est les gens avec qui on vit et qui sont, eux, en contact avec la population. Donc c'est une source vraiment importante de transmission d'agents infectieux. Donc c'est important de vacciner et d'être un peu insistant sur la vaccination de l'entourage, en particulier pour la grippe, mais aussi pour la rougeole, pour limiter le risque de transmission. Et puis parmi l'entourage des patients, il y a les professionnels de santé. Vous savez que les personnels de santé, en particulier pour la vaccination contre la grippe, sont très réticents. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions pour savoir comment on pourrait inciter les professionnels de santé à être mieux vaccinés contre la grippe. Et en particulier, ça pourrait, dans les années qui viennent, être un critère de qualité pour les hôpitaux ou pour les services. Finalement, la couverture vaccinale des professionnels de santé, là, je pense que les patients ont un rôle important à jouer pour exiger ou pour demander, en tous les cas, de savoir quel est le statut vaccinal des professionnels de santé qui les prennent en charge. Là-dessus, je vais passer. Pour terminer, juste un petit mot sur, parce que Jean-Louis Koch, qui s'occupe de développer ce carnet de vaccination électronique, m'a demandé de vous en parler. Je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui est très intéressant, en particulier pour des personnes qui ont des indications particulières de vaccination, qui est donc le carnet de vaccination électronique, qui est un carnet de vaccination qui est déjà en expérimentation dans certaines régions de France, mais qu'on espère pouvoir implémenter de façon plus généralisée en France. Donc c'est un outil qui est très intéressant parce que cet outil vous permet de rentrer vos données vaccinales. Il est accessible à vos médecins, il est accessible aux pharmaciens et il est associé à un système expert qui, quand vous rentrez votre âge, votre traitement,
les pathologies associées que vous avez va vous faire des alertes en vous disant attention, vous n'avez pas fait la vaccination pneumocoque, attention, vous devez faire la vaccination Zona par exemple avant la mise en route d'un traitement. Donc c'est quelque chose qui devrait dans les années qui viennent améliorer en fait la vaccination des patients. Voilà, et je pense que je vais avoir fini. Donc là c'était juste un exemple. Vous avez donc en fait la possibilité de pouvoir assez rapidement donc rentrer. Donc si vous avez un rhumatisme inflammatoire, par exemple on sait qu'il y a 1 million de personnes en France qui sont concernées et vous allez avoir les recommandations qui vous concernent pour les différents vaccins qui sont disponibles, donc la diphtérie, le tétanos, la polio, le coqueluche, mais aussi le pneumocoque, la grippe, et puis il y a un système d'alerte donc, qui doit vous permettre de savoir si vous êtes à jour, si vous n'êtes pas à jour ou si vous êtes juste à temps pour vous faire vacciner. Voilà, j'ai été un petit peu trop longue et j'espère qu'on a un peu de temps pour les questions. Pas beaucoup de temps pour les questions, mais merci beaucoup pour cette présentation très complète. Si vous pouvez me rejoindre à la tribune et prendre un micro, on va commencer à prendre quelques questions. Il y a 4 micros qui se promènent dans la salle. Mademoiselle, déjà tout là-bas. Et ensuite, moi, j'oublierai pas, juste avant que le micro arrive, je suis quand même un peu choquée par le fait que les médecins, vous avez passé un message aux patients et c'est très bien, mais pourquoi les médecins, avant d'instaurer un traitement, ne sont-ils pas contraints, comme un pédiatre doit proposer systématiquement des vaccins à un jeune enfant, pourquoi les médecins ne sont-ils pas contraints de poser ce type de questions sur l'état vaccinal aux patients? Et vous qui êtes influente au plus haut niveau, il doit marcher. Vous dites que les médecins... N'entendez pas ? Les médecins généralistes ne proposent pas non plus systématiquement les vaccinations qui sont recommandées. Il y a eu des études qui montrent que pour certains vaccins recommandés, seulement la moitié des médecins généralistes les prescrivent. Donc je crois qu'il y a une sensibilisation très importante à faire. Ce qui était un peu l'objet des recommandations qu'on avait faites, pour qu'il y ait vraiment des recommandations officielles. Après, il y a un effort très important à faire pour améliorer en France l'acceptabilité vaccinale et la couverture vaccinale, en particulier des personnes les plus fragiles, mais pas que. Et le rôle des professionnels de santé. Mademoiselle, oui, tout là-bas. C'est bien vous qui avez le micro. Oui. Non ? Ah, il ne marche pas, mince. Est-ce qu'on peut faire parvenir un autre micro, mademoiselle ? Je cours, je vole. Il y a déjà monsieur qui a une question. Pardon, on ne voit pas très bien. Merci de lever le bras quand il y a une question. Alors, monsieur... Madame était avant. Mais... Avant vous. Alors, très bien, mais on va gagner du temps comme on n'a malheureusement pas beaucoup. Merci pour la galanterie. Oui, bien. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question justement par rapport à la fièvre jaune étant africaine. J'avais fait déjà la fièvre jaune en 2000. Mon dernier appel date de 2008. Je suis sous biothérapie. Et je dois arrêter le traitement, en fait, pour refaire ma piqûre ou pas ? Non, parce qu'en fait, vous avez déjà été vacciné. Donc oui, aujourd'hui... 10 ans, je crois, non ? Non, parce que maintenant, l'OMS, en fait, s'est positionné. Donc, il n'y a plus de rappel à faire. Ok. Donc, si vraiment vous êtes très inquiète, vous pouvez faire une sérologie, mais il est très probable que vous avez encore des anticorps à titre protecteur, et donc, il n'y a aucun problème particulier. D'accord, je vous remercie. Une sérologie pour le confirmer, peut-être. Monsieur, oui, qui a été galant. Bonjour. Merci pour votre intervention. Donc en fait, j'ai 2 questions. Donc vous avez parlé du risque infectieux avec des traitements immunosuppresseurs. Alors ma première question, c'est qu'en est-il des traitements avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens au long cours ? Moi, ça fait 25 ans que j'en prends, donc c'est une question que je me pose aussi. Bien sûr. Et alors ma deuxième question, elle concerne la diffusion des recommandations que vous faites, parce qu'il y en a énormément. Donc comment vous les diffusez auprès des professionnels de santé ? C'est vrai que nous, en tant que patients, on peut se poser la question de savoir si on a les bonnes vaccinations ou non. Mais comment les professionnels de santé, est-ce qu'il y a un consensus aussi sur ces recommandations ? Deux très bonnes questions. Donc la première, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne mettent pas les patients à risque infectieux particulier. Donc la réponse est non. Pour la diffusion des recommandations, c'est une problématique assez générale par rapport aux recommandations. Ce n'est pas spécifique à la vaccination. Donc d'une part, ce qui a été proposé et ce qu'on a fait, c'est de faire des recommandations françaises. Donc ça, c'est le rapport qui a été proposé par le Haut Conseil de santé publique.
C'est des recommandations qu'on a essayé de faire valider par les sociétés savantes. Donc on a impliqué dans le groupe de travail des représentants des sociétés savantes ou des collèges de rhumatologie, par exemple. Mais ça n'a pas été possible pour toutes, parce qu'on n'a pas toujours eu des réponses positives. Mais donc, globalement, elles sont consensuelles pour l'ensemble des spécialités. Et ensuite, la diffusion, ça coince un petit peu à ce niveau-là. Donc, ce qui a été fait par rapport à ce rapport sur la vaccination des immunodéprimés, c'est que Santé publique France a fait des petites plaquettes qu'ils ont envoyées à tous les patients qu'ils voulaient. Ça s'appelle Repères pour la pratique. Donc, ça a été diffusé. Ça a été ensuite diffusé. Nous, on a essayé d'aller présenter ces recommandations dans différents congrès de différentes spécialités. Je pense que les rhumatologues sont les médecins qui se sont le plus impliqués dans la problématique de la vaccination, et en particulier la Société française de rhumatologie, mais aussi le CRI, sont très impliqués dans la prévention et la vaccination. Donc c'est pas parfait. Il y a encore des progrès à faire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que mesvaccins.net, là, que je vous ai présenté, et le carnet de vaccination électronique qui finalement est adossé à ce système expert, devrait aussi améliorer la couverture vaccinale, mais on a encore beaucoup de travail à faire, clairement. Mais de vrais consensus autour de tout ce que vous avez présenté, ça c'est important, et le terme de le rappeler, c'est-à-dire tout ce que vous avez dit, les conclusions sont claires et définitives. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais surtout sur le domaine de la vaccination. Vous savez que chacun a son avis sur la vaccination. Donc il y a beaucoup d'hésitations vaccinales en France, puisqu'on a 40% des Français qui se posent des questions sur la sécurité des vaccins. Chez les médecins, on a aussi beaucoup de gens qui sont hésitants. Mais en termes de consensus sur les recommandations pour les personnes qui sont spécifiquement impliquées, ces recommandations sont consensuelles. Oui. Merci. Oui, monsieur, madame, on vous fait parvenir le micro. Ah. Merci. Oui, bonjour. Alors j'ai 3 questions, je vais faire très vite. La première, c'est est-ce que vous confirmez que la biothérapie est un traitement de fond à prendre à vie? Ça sera pour les intervenants juste après, si vous permettez. Puisque je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je suis madame est infectiologue. Oui, d'accord, ok. Autant pour moi. Alors, peut-être... Mais je note la question. La deuxième question était un petit peu dans le même style. C'est dans le cas de figure où un patient sous biothérapie n'a plus de symptômes et décide d'arrêter sa biothérapie. Est-ce qu'il est vrai qu'en cas de rechute, il n'y a quasiment plus aucune garantie que la biothérapie fonctionne à nouveau? C'est pas pour elle non plus. Je suis désolée, mais la question est extrêmement importante et on aura des réponses par la suite. Okay. Troisième. Et la dernière, c'était juste si on avait un taux de succès au niveau des statistiques sur le taux de réussite de la biothérapie, en fait, tout simplement. Elle déclare encore forfait. Mais, merci beaucoup. Mais on les a notés. Il y a beaucoup de doigts levés. Oui, pardon. Est-ce qu'il pourrait y avoir des personnes qui font passer les micros dans la salle parce que tout le monde ne peut pas se lever jusqu'au micro? Alors, je ne sais pas qui avait le micro. Oui. J'essaye de les prendre dans l'ordre. Oui. Oui, alors oui, je voulais juste une précision. J'ai été hospitalisée aux urgences il y a 3 semaines. Et dans le questionnaire que m'a fait une infirmière, elle m'a demandé si j'étais à jour de mes vaccinations. Je lui ai répondu oui. Et par boutade, je lui ai dit « Et vous ?» Elle m'a dit « Ah non, moi je ne me vaccine pas. Mes parents étaient contre et en plus j'ai peur des piqûres. » Comment se fait-il que le personnel médical ne soit pas obligé d'être vacciné? Est-ce que s'il y a un procès derrière, est-ce que si madame avait été contaminée, qu'elle n'était pas vaccinée, est-ce qu'il faudra arriver à ce type de situation qui feront jurisprudence et qui amèneront à la contrainte? Non, mais c'est vrai, il y a eu quelques cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur l'obligation de la vaccination antigrippale des soignants. La difficulté, c'est que pour l'instant, les vaccins qui sont obligatoires pour les soignants, c'est les vaccins qui les protègent contre des infections graves pour eux-mêmes. C'est comme ça. Donc là, il faut changer les choses. Après, la question, c'est est-ce que vraiment on est obligé de passer par une obligation pour que le personnel soignant comprenne que réellement, c'est oui, sa on a envie de vous répondre. Donc voilà, mais c'est en cours. C'est vraiment un sujet qui est en cours de. Ça fait des années qu'ils ne sont pas vaccinés sur la grippe. Les chiffres ne s'améliorent pas. C'est vrai, c'est clair. Et les infirmières en particulier, et les aides-soignantes, parce que les médecins sont un petit peu mieux vaccinés. Bon, c'est pas que je veuille
vraiment, mais c'est déjà pas 100% chez les médecins, chez les infirmières et chez les aides-soignantes. Alors c'est vrai pour elles, et c'est vrai aussi pour leur famille. Hein. Oui. Elles sont très opposées à la vaccination. Donc ce qui peut changer, c'est la formation, les jeunes générations, d'autant que les infirmières vont être de plus en plus impliquées dans la vaccination, mais ça risque de prendre du temps. Donc entre-temps, qu'est-ce qu'on fait ? La question est ouverte. Ouais. Très vite, on n'a plus que 5 minutes. On prend un petit peu de retard, mais il y a beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre. Madame et... Moi, j'ai une question et j'ai un micro. Oui. Par rapport à la fièvre typhoïde, en fait, c'est aussi un vaccin vivant, si je ne me trompe pas. Et je voulais savoir, par rapport... Voilà, je suis là. Si, effectivement, donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, on pourrait instaurer la vaccination de la typhoïde avant traitement... Alors, ce n'est pas un vaccin vivant. Hein. Le vaccin qui est disponible en France, c'est un vaccin polysaccharidique. Ce n'est pas un vaccin vivant. Donc, on peut le faire tout à fait. Il faut savoir que c'est un vaccin qui n'a une efficacité que de l'ordre de 30 à 50%. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on est vacciné contre la typhoïde qu'il faut pas faire attention et pas prendre des mesures d'hygiène extrêmement importantes. D'accord. Moi, je ne le propose pas de façon systématique, le vaccin typhoïde. On le propose pour des gens qui vont partir dans des conditions d'hygiène un peu difficiles ou dans des pays où il y a des typhoïdes multirésistantes, parce que là, dans ces situations, on a du mal à les traiter. Sinon, on insiste énormément sur les mesures d'hygiène. Faire attention à ce qu'on boit, faire attention à ce qu'on mange, ne pas mettre de glaçons parce qu'on ne sait pas d'où les glaçons viennent. Voilà, bien sûr, mais le vaccin lui-même n'est pas dangereux. Voilà. Non, il n'y a aucun danger. Alors, beaucoup de questions. Alors, des questions rapides et des réponses rapides. Bonjour, monsieur. Merci pour votre intervention. Les patients immunodéprimés étant plutôt sujets à certains risques d'infection, y a-t-il des pistes de recherche sur... considérer l'apparition de ces infections avant même que les pathologies type spondyloarthrite soient déclarées. Parce que les spondyloarthrites font partie de pathologies dont le temps de diagnostic est assez long. Donc y a-t-il aujourd'hui des pistes pour regarder si l'apparition des infections que vous avez notamment présentées au début de votre présentation pourrait être des facteurs type symptômes ou signes précurseurs de gens qui seraient soumis à ce genre de rhumatisme inflammatoire chronique. Comme c'est une bonne idée de recherche. Peut-être il faut soumettre cette idée-là à Compare. C'est vrai. Ce qu'on peut faire dans l'entourage des gens, et en particulier quand il y a une susceptibilité génétique, peut-être que ça pourrait avoir un intérêt. On sait qu'il y a de toute façon, il y a des stimulations infectieuses, antigéniques, qui sont à l'origine de poussées. Hein. Bon, vous allez vous rencontrer, c'est vrai que c'est une excellente suggestion. Monsieur, madame qui était, excusez-moi, qui avait le micro avant. Bonjour mesdames, je suis traitée avec la biothérapie et j'ai subi quelques effets indésirables comme l'otite et je viens d'avoir d'après ce qu'on m'a dit, zona sous la voûte de pied. Très douloureux. Est-ce qu'il faudra que je me fasse vacciner ou... Alors pour l'instant avec le vaccin actuel vous ne pouvez pas le faire puisque c'est un vaccin vivant donc il est contre-indiqué, mais je vous ai parlé d'un autre vaccin qui aujourd'hui est disponible en Amérique du Nord, qui est un vaccin donc inactivé, enfin sous-unitaire, qui sera très intéressant dans votre cas, y compris chez des gens qui ont déjà fait un épisode de zona. Donc oui. D'accord, parce qu'en fait, moi j'ai associé mon zona par rapport aux effets indésirables du Consentix. Alors, comme l'otite d'ailleurs que j'ai eu, et est-ce que ça va s'arrêter ou je peux refaire du zona? Alors on peut refaire un zona, hein, donc pour l'instant, encore une fois, on ne peut pas vous proposer la vaccination, mais je pense que le jour où ce vaccin va être disponible, là aussi, non, il est disponible en Amérique du Nord. Les Allemands l'ont pour l'instant, mais le laboratoire qui le fabrique n'a pas les capacités pour le proposer à l'ensemble de l'Europe. Vous avez le nom? On vous le dira en privé. On vous le parlera en privé. Ouais. On notera également que vous avez encore du lobby à faire pour qu'il soit remboursé pour les patients malades chroniques, parce qu'il coûte très cher et il est réservé aux plus de 65 ans aujourd'hui pour le remboursement. Monsieur, oui. Bonjour, pour aller rapidement, alors en ce qui concerne le vaccin antirabique pour les morsures de chiens et de chats. Ça ne pose pas de problème, hein. C'est un vaccin inactivé, le vaccin contre la rage, donc il n'y a pas de problème pour l'administrer à des gens qui ont une immunodépression, donc non, pas de problème. Merci. Bien, merci. Plus de questions parce que je sais que comme le professeur Lenné doit partir, on a un petit peu dépassé le temps pour les questions. Oui. Juste, je voulais aussi parler
les travaux des ateliers de Gien, qui ont été quand même sont importants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réunis autour du vaccin. Vite fait. Oui. Alors, moi, j'y étais, mais vous le direz mieux que moi. Alors, d'accord. Donc, les ateliers de Gien, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas, c'est en fait des réunions qui sont organisées par la Société française de thérapeutique, les pharmacologues, et qui font travailler sur des thématiques qui ont été identifiées autour de tables rondes, un certain nombre de médecins, de responsables de différentes instances, l'HAS, la DGS, la NSM. Et donc, on identifie des sujets qui nous paraissent importants. Et donc, l'année dernière, ça se passe en octobre, un des sujets, c'était l'acceptabilité vaccinale. Donc, comment travailler en France pour que le vaccin soit plus accepté et surtout qu'on améliore la couverture vaccinale. Donc, il y a eu un certain nombre de pistes qui ont été proposées, dont en particulier la mise à disposition des vaccins dans les structures de soins, en particulier dans les hôpitaux, pour que les personne n'ait pas besoin d'aller à la pharmacie, de revenir. On sait que ça complexifie beaucoup. La mise en place d'un carnet de vaccination électronique, la facilité donc, de communication autour du vaccin. Qu'est-ce que j'oublie? Enfin, il y a eu vraiment un certain... Donc, si vous êtes intéressé, oui, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites vis-à-vis de la vaccination. Eh bien, merci infiniment, et on vous applaudit et on vous remercie d'avoir participé comme ça à répondre aux questions.